Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce 4e épisode de la saison 1 consacré à la méthode TEIA. Et on voit aujourd'hui les masques, qui sont un concept très très important dans nos personnalités. Alors, au programme aujourd'hui, on va avoir une brève introduction sur la saison 1 qu'on rappelle, et puis on va voir évidemment ce que sont les masques et leurs caractéristiques principales, c'est-à-dire les besoins des masques, les moteurs, les qualités, et ce qui prédit nos réactions quand on stresse. Et on terminera par, donc de manière un peu traditionnelle, quelques questions-réponses. Alors, en introduction, vous avez un épisode 0 qui décrit vraiment la genèse du projet, qu'est-ce qui a amené toute cette méthode TEIA et l'aboutissement aujourd'hui. Mais donc vous pouvez le regarder, je mettrai le lien dans la description. Mais en très bref, donc, je m'appelle Vincent Maury et j'ai été obsédé de toutes ces dernières années par la compréhension du pourquoi on est comme on est, qu'est-ce qui nous rend différents et qu'est-ce qui fait qu'on est spécifique, qu'est-ce qui fait qu'on réagit ainsi. Voilà. Vraiment le pourquoi du pourquoi, le pourquoi, jusqu'à creuser très loin et beaucoup me documenter, lire et finalement essayer de réunifier tout ce que j'ai pu découvrir, toutes les méthodes éparses qu'on peut trouver sur le sujet de la personnalité et des concepts de personnalité autour d'un livre qui s'appelle La méthode TEIA. Et ce livre qui était paru en octobre et qui est décliné aujourd'hui dans une première saison de webinaires, donc à peu près 8 épisodes, découpés comme ceci, qui couvrent à eux toute la première partie du livre, qui récapitule un peu chacun des chapitres de la première partie. Aujourd'hui, nous voyons les masques. Les précédents épisodes sont aussi en lien dans la description de la vidéo. Et les prochains épisodes seront a priori consacrés donc, aux blessures et puis au schéma. Voilà, donc plus on avance dans cette saison, plus on arrive à des concepts de plus en plus profonds, de plus en plus inconscients et de plus en plus structurants, et peut-être de plus en plus théoriques aussi. Donc j'espère ne pas vous perdre. Si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous encourage quand même grandement à les voir, puisqu'il y a, vous le comprenez, un lien vraiment logique dans toute cette saison 1. Donc les masques. Alors, les masques, d'abord, viennent étymologiquement, ça vient du nom persona en latin, qui était le nom donné au masque matériel que l'acteur portait, l'acteur de théâtre portait, voilà, comme présente l'illustration. Et alors, on reconnaît évidemment dans persona, on reconnaît le lien avec la personnalité. Et en fait, on parle de fausse personnalité. Quand on parle de masque, on parle de fausse self aussi en anglais. La fausse personnalité, parce qu'on va le voir aussi quand on va parler des blessures, mais la vraie personnalité, entre guillemets, est une personnalité qui est peut-être un peu enfouie et des fois qui est un peu cachée derrière un masque. Et on peut porter un masque justement pour se protéger, on va le voir, se protéger des blessures. Et donc le masque est là pour un peu comme un pansement sur une blessure. Donc, on va vraiment détailler toutes les blessures dans les 2 prochains webinaires. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les masques. Et en fait, ce concept de masque existe aussi parce qu'il présente des caractéristiques qui lui sont spécifiques. Et le masque est visible, c'est-à-dire que quand l'acteur porte un masque, eh ben, c'est le masque qu'on voit, et c'est plus le visage de l'acteur. Et donc, en ça, le masque je pense, a un fondement, le terme de masque a une réalité, c'est qu'on présente au monde des caractéristiques qui sont en fait le reflet de masques. Et on va voir à quoi correspondent les masques. Et ces masques présentent des caractéristiques qui sont variées. Ça peut être aussi bien des qualités que des réactions. Quand justement les besoins des masques ne sont pas alimentés, on va commencer à stresser, on va avoir des réactions de stress qui vont être révélateurs de ces masques. Alors, tout de suite, on va plonger dans une proposition de 13 masques qui sont identifiés, que vous voyez ici, schématiquement illustrés. Et déjà, si vous regardez simplement les noms des masques, je ne vais pas forcément tout détailler aujourd'hui, mais si vous regardez les noms des masques, en fait, vous voyez qu'on est dans des typologies, dans des caractéristiques que sans doute vous pouvez imaginer peut-être dans votre entourage des gens qui possèdent certaines de ces caractéristiques. Je vais en prendre quelques-uns quand même comme exemple pour illustrer, mais moi typiquement, je vais me prendre comme premier exemple, on m'a déjà dit dans mon travail que j'étais perfectionniste, ou même dans ma vie personnelle, que j'étais perfectionniste. On peut imaginer effectivement une star ou quelqu'un peut-être devant les écrans, on va dire c'est un narcissique, parce qu'il aime bien que tout le monde le regarde, etc. D'accord ? Le leader,
leader un peu charismatique, suivez-moi, qui même me suivent, ou le rebelle qui s'oppose. Enfin, vous voyez l'épicurien qui prend plaisir à la vie, qui est léger, qui dit allez, si on faisait la fête ce soir. Vous voyez, peut-être dans toutes ces descriptions, j'imagine que vous reconnaissez certaines personnes que vous connaissez. Et en fait, ce sont des masques et ça peut peut-être choquer à ce stade, surtout si vous n'êtes pas familier avec les masques, avec les blessures. Et j'espère que vous allez comprendre petit à petit au fil de cette saison 1 en quoi ces masques ne sont pas la vraie personnalité, la vraie nature de chacun, mais sont là pour protéger. Et donc, ils apportent des choses, mais ils apportent aussi des fragilités. Et on va le voir juste après dans les caractéristiques des masques. D'accord. Donc, alors, je peux en prendre peut-être un ou deux autres. Vous voyez un peu les différents types. Ici, il y en a 13. C'est ce que je propose dans cette méthode TIA. Le rêveur, donc quelqu'un qui va être un peu distrait dans la lune, très, très solitaire, très silencieux. L'original, qui va être différent, souvent dans sa posture ou dans son physique, qui va essayer de se démarquer, qui va être souvent un peu hors des normes d'habillement. Vous voyez. Le battant, c'est quelqu'un qui veut absolument gagner, qui veut absolument réussir. Donc ça va être typiquement un entrepreneur qui veut absolument arriver au succès de son entreprise. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Le médiateur, ça va être quelqu'un qui cherche à tout prix à rassembler les gens, à lisser, à résoudre les situations, à ce que tout le monde s'entende. Très diplomate. Vous voyez. Bon, le loyal, il parle de lui-même. Le méfiant, donc qui se méfie un peu de tous et de tout. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié? Le rigide, donc quelqu'un de très strict, de très très carré, voilà, chaque chose doit être mise à sa place, chaque chose doit être exactement en ordre et les calculs doivent être ronds, etc. Voilà. Le gentil, oui, je crois que je l'ai sauté aussi, le gentil qui est quelqu'un d'affable, de généreux, d'empathique, à l'écoute, disponible pour les autres, qui fait des cadeaux. Voilà. Je suppose que là, dans ces brèves descriptions, vous voyez quelques caractéristiques. Et c'est là peut-être quelque chose un petit peu compliqué, hein, et je peux comprendre que ça puisse amener un peu de résistance de votre part si vous essayez de vous identifier à certains de ces masques, parce que j'en donne pas une description très, très positive, au sens où je parle de masques et de fausses personnalités, et ça peut créer de la résistance. Donc, d'ores et déjà, je préfère vous encourager à regarder plutôt dans votre entourage, regarder peut-être un parent, regarder peut-être votre compagne, votre compagnon, essayez peut-être de trouver quelqu'un de proche que vous connaissez bien pour pouvoir réfléchir au fil de ce webinaire en pensant à cette personne et pas forcément à vous, parce que à partir d'aujourd'hui, à partir de cet épisode, on va parler de choses de plus en plus inconscientes, de plus en plus ancrées, et donc à la fois difficiles d'accès facilement, voilà, par la conscience, mais aussi ce sont des choses qui ne sont pas forcément très agréables à entendre. Donc ça peut générer de la réaction et de la résistance, voire du déni. D'accord. Donc c'est pas grave. Et déjà, si vous commencez par faire l'exercice sur votre entourage avant de réfléchir à vous-même, déjà, ce sera déjà le fait même d'intégrer la construction et tout le sens que ça a de parler de masque et tout ce que ça permet de comprendre en termes de caractéristiques, déjà, ce sera énorme. D'accord. Alors, commençons tout de suite. Alors, ça va être peut-être par décrire les principales caractéristiques là, que j'ai évoquées. Donc, chaque masque a un besoin. Pourquoi? Parce que le masque protège d'une blessure, et on comprendra pourquoi plus tard, mais il protège d'une blessure. Et donc le masque, pour protéger, a besoin d'être alimenté pour qu'on se rassure, en fait, voilà, et pour éloigner de la blessure, éloigner de la souffrance occasionnée par une blessure. Donc il a besoin d'être alimenté, et par ce besoin, en fait, ça va générer une force motrice qui donne des qualités, qui donne de l'énergie pour aller de l'avant. C'est ce que l'analyse transactionnelle appelle le driver, si vous êtes familier avec ce terme, qui a été initié par Taïbi Keller, je crois, en particulier. Et donc le driver, c'est ça. C'est en gros, quelle est l'injonction que j'ai dans ma tête, voilà, qui me fait agir, qui me fait avancer, qui me fait décider, qui me fait faire des choses. Alors, ça apporte des qualités. Je vais commencer par un bête exemple. Le perfectionniste, et on reviendra dessus juste après, mais le perfectionniste, voilà, une de ses qualités, c'est que comme il fait très bien les choses,
eh ben, on peut compter sur lui. Et dans le travail, eh ben, ça peut être appréciable d'avoir quelqu'un. On lui donne un travail et on sait qu'il fera de son mieux pour le réaliser. D'accord? Donc, ça apporte des qualités. Mais ça apporte aussi du stress. Le stress vient lorsque justement le masque ne suffit pas ou ne fonctionne pas et que du coup on se sent vulnérable, on se sent se rapprocher de la blessure. Et là, en fait, ça va déclencher des émotions, ça va déclencher du stress et une réaction. En fait, le masque occasionne une réaction qu'on va décrire juste tout de suite. Les caractéristiques des masques, alors je n'ai pas listé les 13 ici, juste pour que ça reste un petit peu lisible, et puis parce que j'aurais pas le temps en un webinaire de couvrir les 13. Évidemment, ils sont couverts dans le livre. On va détailler un premier exemple avec le perfectionniste. Alors, le perfectionniste a un besoin, donc le besoin du masque de perfectionniste, c'est la reconnaissance de son travail, de ses compétences, de sa gestion du temps, du fait qu'il a bien fait les choses. Donc son besoin, ça va être d'être complimenté. Voilà, le besoin du perfectionniste, il faut qu'on lui dise écoute, c'est super ce que tu as fait. C'est très très bien, c'est exactement ce que j'attendais, tout ça. Donc là, bravo, félicitations, tout ça, c'est de la reconnaissance. Pas trop, c'est pas, voilà, c'est pas du narcissisme, c'est pas dans sa personne, hein, c'est pas sa beauté, c'est vraiment la qualité de son travail. Et, euh, et lorsque donc, ce besoin, donc, quand on réfléchit en termes de qualité, en fait, il est moteur parce que du coup, la personne qui a ce masque de perfectionniste va chercher à faire son travail de son mieux. Donc, elle va chercher à, évidemment, elle va déployer beaucoup d'énergie pour faire tout son possible pour avoir cette reconnaissance, hein, puisque c'est son besoin. Du coup, ça donne l'énergie d'aller chercher à remplir son besoin. Et donc, ce sont des gens, les perfectionnistes, qui vont très très bien travailler, qui vont rendre leur travail à temps, qui vont tout faire très bien, et qui notent les choses, qui gèrent bien leur emploi du temps, qui n'oublient pas les rendez-vous, enfin voilà, ce sont des choses de ce type-là. Et donc, ça apporte des qualités. Là, je parle du travail, mais même dans l'organisation personnelle, ce sont des gens qui, généralement, vont être à l'heure à un rendez-vous personnel, ce sont des gens qui pensent aux choses. Voilà. Donc ça apporte des qualités. Maintenant, lorsque le masque n'est pas alimenté, c'est-à-dire typiquement quelqu'un qui travaille, qui donne beaucoup, et puis qui va se retrouver face à un manager qui va lui dire mais non, mais regarde, là, t'as pas compris, non, mais là, c'est pas assez bien, il le vit mal, puisqu'il a besoin de cette reconnaissance. Donc il va faire encore plus. Ouais, mais regarde, là, je t'avais demandé ça pour demain, et puis voilà, et puis là, t'es pas prêt, et tout. Bon. Et plus le masque n'est pas alimenté, évidemment, c'est pas une fois, c'est une sorte de jauge, une sorte de vase hein, qui se remplit, voilà. Et donc si à un moment donné on lui dit bah non là ça va pas, et puis la fois suivante ah bah super là cette fois-ci c'était très bien, ça redescend. Par contre, si durablement le masque n'est pas alimenté, petit à petit il y a des émotions qui voilà qui gonflent, qui se remplissent au fil des, ça peut être en échelle de jours, de mois même, et donc ça monte, ça monte, ça monte, on observe des réactions à ce moment-là sous stress. Ce qu'on appelle la réaction sous stress, c'est que le masque n'étant pas alimenté, eh bien la personne se sent vulnérable, elle sent en fait que sa blessure est un peu plus à vif, qu'elle est moins protégée par le masque, puisque le masque ne fonctionne plus, puisque le besoin n'est pas alimenté. Donc la reconnaissance du travail n'étant pas là, eh ben, le masque du coup ne suffit plus. Donc du coup, la blessure risque d'arriver à vif. Et là, ça occasionne des réactions. Alors les réactions de premier niveau, ça va être éventuellement de la culpabilité, donc de dire bah, j'ai pas réussi et tout, c'est quelqu'un qui va être assez dur envers lui-même, et puis ça va être une colère, d'accord. Donc cette colère qu'il a envers lui, de dire oh là là, j'aurais dû le faire mieux, j'aurais dû faire comme ci, oh là là, j'ai loupé ça, etc. Donc déjà, tout ce jugement qu'il a envers lui-même, et ben en fait, il va aussi pouvoir l'avoir envers les autres. Donc il va pouvoir des fois déporter la faute sur les autres. Ça va être des fois quand c'est un peu trop, il va dire bah oui mais après tout voilà je suis pas aidé, regarde. Donc si c'est un manager qui est perfectionniste, il va dire bah oui mais lui regarde, je lui avais demandé de faire les choses et puis il me les a pas rendues à temps, comment tu voulais que moi-même je termine dans les temps. Donc c'est quelqu'un qui va se décharger sur l'environnement qui n'était pas propice, voilà. Et en tant que manager, bah, évidemment s'il risque de s'en prendre à son équipe, eh ben il risque aussi de rentrer dans du contrôle excessif, sur contrôle. Donc il va être très très méticuleux, il va être dans du micromanagement, il va tout vérifier, et presque c'est quelqu'un qui va dire tu sais quoi, je vais le faire moi-même, ce sera mieux. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement exigeant, en fait, voilà, ce sera jamais assez bien, et donc déjà lui envers lui-même, il est très exigeant, et les autres, ce sera jamais assez bien pour lui. Donc ça c'est la réaction sous stress. Et puis ensuite, quand on augmente encore et puis que durablement le perfectionniste vit du stress, petit à petit, en fait, ça s'aggrave.
Et ça s'aggrave ça peut devenir obsessionnel, ça peut devenir vraiment quelqu'un qui est focalisé sur ses tâches, qui est focalisé sur son travail, qui ne pense plus qu'à ça, plus qu'à réussir à exécuter son travail. C'est un masque qui malheureusement conduit assez couramment au burn-out, le fameux burn-out, parce que en fait, puisque le masque a besoin de reconnaissance, s'il n'y a pas la reconnaissance, bah, il continue de travailler, il s'acharne pour essayer de trouver cette reconnaissance. Et s'il ne la trouve pas en face, et ben voilà, il accumule de l'épuisement jusqu'à le fameux burn-out qui est voilà, quand le corps lâche et le psyché lâche et qu'il n'en peut plus. En termes de colère attaquante, ça va être quelqu'un qui va, là, pour le coup, dire vraiment, je ne suis pas aidé, vraiment, le monde entier, voilà. Regarde lui, machin, voilà, personne ne m'aide, quoi. Je suis vraiment tout seul à devoir tout gérer. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui va râler sur tout le monde. Et voilà, ce sont des traits, donc, que ce soit dans les qualités ou dans les réactions sous stress, dans ces descriptions que je vous donne, je ne sais pas si déjà vous percevez, peut-être quelqu'un, encore une fois, que vous connaissez, qui correspond à ce masque de perfectionniste. Ce sont des traits finalement qui sont très visibles, qui sont à la fois visibles dans le comportement au quotidien, comme dans les réactions négatives que les perfectionnistes peuvent avoir. Alors, on détaille un petit peu plus les autres masques. Donc, le gentil, je vais prendre le deuxième. Je ne vais pas forcément tous les détailler autant, mais le gentil, donc c'est quelqu'un dont le besoin est d'être aimé, de recevoir de l'amour, ce qui, vous allez me dire, il y en a beaucoup, mais lui tout particulièrement, et en particulier, il a voilà, une construction où il se dit, je recevrai de l'amour si je donne. Voilà. Si je rends service, si je donne du temps, si je donne des cadeaux, etc. Voilà. Si je donne, bah, je mérite de recevoir de l'amour. Donc, il y a une sorte de réciprocité voilà, dans sa construction mentale. Il se dit, j'ai besoin de recevoir de la gratitude comme signe d'amour. En fait, pour lui, voilà, être aimé, ça passe par de la gratitude. Donc, ce besoin de reconnaissance lui fait du coup donner beaucoup. Donc, c'est quelqu'un, je l'ai appelé le gentil, c'est un mot un petit peu peut-être simplé, mais pour dire, voilà, ça va être quelqu'un qui est très généreux. Alors, vous voyez ici, peut-être je peux faire une parenthèse, la différence entre, on va dire, une qualité naturelle et souhaitable, d'une qualité qui est plus influencée par un masque. On voyait avec le perfectionniste qu'il est consciencieux dans son travail, c'est très bien, mais là, en l'occurrence, il est peut-être un peu trop parce que c'est le masque qui lui dicte d'être hyper consciencieux, de faire très bien son travail pour justement obtenir cette reconnaissance en retour. Le gentil, ça va être pareil. Le gentil, ça va être quelqu'un qui va donner, et il y a plein de personnes qui sont très généreuses, mais parmi celles qui sont généreuses, bah, parfois l'altruisme est poussé par cette notion de réciprocité et de dire, bah voilà, je veux bien donner de mon temps, je veux bien rendre service, je veux bien donner n'importe, à mon conjoint, même de mon temps à une association ou quoi, mais j'ai besoin en retour de recevoir de la gratitude. Et du coup, donc c'est quelqu'un qui va donner, donc pour reprendre la qualité, mais lorsque la reconnaissance n'arrive pas, lui, il va réagir progressivement donc il va gémir, il va geindre, il va se plaindre, il va se victimiser, il va dire: «Oh mais de toute manière, oh là là, voilà, j'ai beau faire ça pour toi, de toute manière, c'est jamais assez et puis tu es jamais contente et puis voilà, j'ai beau faire ci, j'ai beau faire ça, bah, regarde, voilà, je te fais ci, je t'ai rendu service avec ça, je t'ai remplacé ton ampoule, je t'amène ta voiture au garage, hein, voilà. J'ai beau faire plein de trucs pour toi et ben, voilà, malgré tout, ça suffit pas», et c'est quelqu'un qui du coup, bah, progressivement va glisser vers de la suradaptation parce que plus le gentil essaie de faire pour l'autre et n'a pas la reconnaissance, bah, plus il va essayer d'en faire encore plus. Et donc, il va se plier en quatre pour l'autre. Il va essayer de tout faire pour voilà, aller encore plus loin et pour espérer avoir cette gratitude. Il ne l'a pas, il va encore plus loin. Et donc, à force de se suradapter, bah, évidemment, il ne se respecte plus, il ne s'écoute plus. Et cette tendance à se victimiser va même en excès jusqu'à de la flagellation. Donc, il va se punir, il va se mettre en défaut, il va être dramaturge, il va devenir Calimero, voilà, et personne ne m'aime, et de toute manière, j'ai beau faire tout ça pour le monde entier, et ben, de toute manière, voilà, personne ne m'aime et je suis pas quelqu'un de bien, etc. Donc il y a vraiment, là, pour le coup, un jugement, je ne sais pas si vous voyez, mais sur l'être, sur la valeur de la personne, plus que sur le faire, hein, qu'on retrouvait dans le perfectionniste.
Voilà un peu pour ces deux premiers profils. Ensuite, alors je ne vais pas forcément tout détailler. Si on prend le méfiant, j'en saute quelques-uns, je vais juste faire le méfiant. Alors le méfiant, donc lui, il a un besoin de maîtriser les choses. Donc comprenez un méfiant, donc il se méfie de tout, donc il a besoin de contrôler, il a besoin de vérifier, il a besoin de s'assurer, il a besoin d'être autonome et indépendant, évidemment, il a besoin de se sécuriser énormément. Donc il va tout vérifier 3 fois. Quand on lui dit je te promets, je te fais ça, ah bah non, ça c'est sûr qu'avec lui ça suffit pas. Donc il va regarder tout dans les détails. Alors la qualité derrière, eh ben, c'est une qualité évidemment de quelqu'un qui est méticuleux, quelqu'un qui va au bout des choses et qui ne croit pas sur parole. Donc typiquement si vous prenez, je sais pas moi, un auditeur, d'accord, dans un métier d'audit, eh ben, c'est quelqu'un qui veut s'assurer que c'est bien joli. Tu me dis que tu as fait le truc, eh ben, on va vérifier si c'est bien fait. Et donc, quelqu'un de méfiant pour l'audit, bah, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui vérifie les normes, quelqu'un qui est, je sais pas, un contrôle de sécurité. Vous voyez, quelqu'un qui fait de la sécurité informatique, bah, ça peut coller très bien parce que le zéro confiance par défaut, bon, c'est bien, c'est un principe, et encore une fois, ça peut être quelque chose qui n'est pas signe d'un masque, mais ceux qui ont ce masque, eh ben, voilà, par défaut, comme ils sont méfiants, eh ben, ils vont croire personne, et donc ils ont une prédisposition, et ça va peut-être les pousser à aller encore plus loin dans la vérification, dans le contrôle, dans la sécurité, etc. Maintenant, lorsque, encore une fois, le masque ne suffit plus, lorsqu'ils ne sont plus rassurés eux-mêmes dans leurs besoins de maîtrise, dans leurs besoins de se dire, OK, je contrôle mon environnement, je contrôle ma vie, je sais ce qui se passe, je suis à l'abri, je suis sécurisé, je me sens en sécurité. Lorsque ce besoin n'est plus alimenté, eh bien, le stress arrive, et là, bah, il va dériver petit à petit, il va commencer par un peu de suspicion, de doute, il va vérifier, survérifier, il va devenir hyper vigilant, et il va regarder encore plus de preuves, il va fouiller, et souvent par là, bah, il peut tourner encore à l'excès jusqu'à de la paranoïa. Donc du coup, il va devenir un petit peu, il va s'extraire de la société, il va plus croire personne, il va se douter de tout le monde, et si jamais il y a quelqu'un qui va pas dans son sens, et ben c'est forcément un ennemi, et c'est quelqu'un, voilà, dont il faut aussi se méfier, il va l'incorporer, et donc ça peut aussi donner lieu à du complotisme. Bon, encore une fois, tout ça, ce sont comment dire, des grandes structures, et ce sont des évolutions qui sont couramment observées. Maintenant, c'est pas systématique, comme toute généralité, elle est fausse. Donc évidemment que tout le monde ne devient pas complotiste, et que mais la paranoïa et le complotisme sont évidemment liés. D'accord. Bon, allez, je détaille encore rapidement le battant pour terminer. Surtout que le battant peut être un peu apparenté au perfectionniste. Donc je voudrais les distinguer, en profiter pour les distinguer. Le battant est aussi quelqu'un qui travaille très très bien. Donc en termes de qualité, on va observer des qualités un peu similaires. Donc il va très bien faire son travail, c'est un travailleur, il bosse bien, il exécute. Mais la motivation derrière, le besoin est différent. Le perfectionniste avait besoin de reconnaissance dans son travail, du travail en termes de qualité du travail, en termes de compétences. Le battant, lui, il a un besoin de reconnaissance en termes d'accomplissement, de réussite. Il a besoin de succès, il a besoin de gagner, donc il est assez compétitif, il a besoin d'avancement, il a besoin de progrès, il a besoin de gagner aussi financièrement, comme preuve de son succès. Alors que le perfectionniste, c'est pas le cas. Le perfectionniste, si on lui dit bravo, tu as fait un excellent boulot, ça lui suffit. D'accord. Le battant, voilà, il a besoin de réaliser. Le battant, c'est quelqu'un qui va se faire plaisir, qui va s'acheter des belles choses pour montrer sa réussite. D'accord. Le perfectionniste, c'est pas le cas. À la rigueur, il va garder secrètement une médaille, comme voilà, pour se réconforter, parce que c'est la preuve qu'il a bien fait son travail, ou qu'il a bien réalisé quelque chose, mais voilà. Donc profil assez différent. Donc le battant, il n'est pas motivé par la même chose, et du coup, il ne va pas réagir de la même manière. Donc lui, il est très très obnubilé sur l'efficience, vraiment puisqu'il veut accomplir des choses, il va râler dès qu'il perd du temps. Voilà, dans les bouchons, il va redoubler d'efforts si jamais il n'arrive pas à un but. Donc là, c'est pas la qualité du travail, hein, c'est s'il n'arrive pas à un but, à un accomplissement, s'il n'arrive pas à réaliser quelque chose, il va s'acharner, il va redoubler d'efforts, donc il va être combatif. Éventuellement, il va se justifier, il va se défendre, il va dire ah, non, mais regarde, j'ai vraiment pas eu de chance et tout. Là, j'ai lancé mon truc, pile, paf, c'est le Covid. Évidemment, j'ai pas de bol, quoi. Mais c'est pas grave. Même avec le Covid, eh ben, l'entrepreneur, eh ben, il continue, il va pivoter, il va faire un truc qui se fait à distance, et puis c'est pas grave, il va continuer, mais il va y arriver. C'est un battant. Le problème, c'est que lui aussi,
il s'expose du coup par cette obsession à la réussite, il s'expose aussi au burn-out pour une raison différente, une motivation différente, mais il peut aussi vivre du burn-out, il peut vivre du surmenage, il s'impose à lui-même du coup de chercher cette réussite coûte que coûte, donc il peut être obnubilé par son travail et négliger d'autres pans de sa vie. Et à l'extrême, et là c'est un peu lié au burn-out, le burn-out c'est subi, la procrastination est une sorte de fuite évidemment de l'échec, puisqu'il cherche absolument la réussite. Au bout d'un moment, s'il n'y arrive pas, eh ben, voilà, il peut éventuellement procrastiner dans les cas extrêmes. Et on peut voir quelqu'un qui finalement abandonne et quelqu'un qui ne veut plus rien faire et puis qui laisse passer le temps et puis qui s'abandonne complètement, qui se retire complètement du jeu. Voilà un des comportements, une des réactions du battant. Voilà. J'espère que ces quelques descriptions déjà vous éclairent un petit peu. Il y en a deux que j'ai pas détaillées là dans ce slide, et puis il y en a encore d'autres. J'en ai mis que la moitié ici. Donc il y en a d'autres. Si ça vous intéresse, si vous pensez vous reconnaître dans certains de ces masques et que je ne l'ai pas décrit aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne mes coordonnées à la fin. Vous pouvez aussi commenter sur cette vidéo. Et ce sera toujours utile si vous souhaitez vous identifier ou partager peut-être votre expérience, peut-être si vous reconnaissez dans certaines choses, mais pas dans les réactions de stress. Enfin voilà, je serais très très heureux de recevoir vos réactions sur les descriptions que je donne des masques. Alors, les masques, je reprends ici un schéma qui va guider toute la première saison de webinaire. Et le schéma là, que vous voyez, qui est le résultat du troisième webinaire du précédent webinaire, donc le troisième, c'est pour ceux qui l'ont suivi, on s'est arrêté à ce schéma, donc qui a été déjà expliqué par les 3 premiers webinaires de la saison. On rajoute donc aujourd'hui les masques dans ce schéma. On voit que les masques, je les ai représentés en dessous, vous voyez les flèches à gauche, pour dire que c'est une construction plus inconsciente, plus profonde, plus difficilement accessible, peut-être à la réflexion et à l'entendement, que ce qu'on a décrit dans les 3 premiers webinaires. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité le mettre un cran en dessous. Et la flèche indique que en fait, les besoins des masques viennent finalement moduler la réaction à un événement. Je vais donner l'exemple, je reprends le perfectionniste. Le perfectionniste, si on lui dit là, ton boulot, c'est hors sujet, et ben évidemment, il va très mal le prendre parce que son besoin, c'est d'être reconnu dans son travail. Si quelqu'un qui n'est pas tout perfectionné, je sais pas, je prends l'épicurien qui vit sa vie très légèrement et qui, lui, cherche au contraire de la joie de vivre et de la légèreté, si on lui dit t'es passé à côté, il dit bon, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois, raconte, qu'est-ce qui allait pas, quoi. Et voilà. Et lui, ça glisse. Mais le perfectionniste, il a besoin de reconnaissance. Donc si dans un événement, il n'y a pas, ou au contraire, il y a même une critique, et ben là, ouf, ça va aller justement au contraire de son besoin. Et là, ça va déclencher du stress et les réactions qu'on a pu voir de stress. D'accord. Donc finalement, ces besoins viennent moduler un peu comme les autres. Donc ça complète, ça s'ajoute aussi bien aux constructions de confiance en soi, d'attachement, aux manières, le coping, aux manières de gérer le stress. Donc tout ça viennent toutes moduler nos réactions aux événements. Je pense que c'est important de voir que les masques conditionnent et teintent vraiment notre quotidien. Et peut-être dans la description déjà que j'ai faite aujourd'hui, vous retrouvez dans certaines, ou vous reconnaissez certains de vos proches dans ces descriptions. Et du coup, vous comprendrez que à la fois un événement déclencheur négatif peut tout de suite occasionner du stress et vous pourrez observer, même en vous référant aux stratégies de coping qu'on a vues au précédent webinaire, vous pourrez vous observer les réactions tout de suite qu'il aura lorsque il ne sera pas rempli. Donc si vous prenez un perfectionniste et que vous lui faites un bon reproche bien franc, bien clair, et ben vous verrez tout de suite voilà, comment il gère, parce qu'en fait, ça va lui donner du stress. Donc, vous verrez tout de suite comment il gère et vous observerez tout de suite ses stratégies de coping. A contrario, on peut imaginer aussi un événement déclencheur positif. C'est-à-dire qu'on peut imaginer quelqu'un qui dit en fait, voilà, tu as fait du super boulot et bravo, félicitations, franchement, tu gères. Pourtant, tu as beaucoup de choses à gérer, mais tu t'en sors super bien et chapeau. Mais en fait, vous verrez tout de suite dans l'expression de la personne, tout de suite, ça va se détendre, ça va se soulager et tout de suite, le stress redescend et l'anxiété et quelqu'un même qui peut être en colère, quelqu'un qui est dans ce stress, vous voyez, même dans ses
je sais pas si on pense à une engueulade de couple, quelqu'un donc qui prend mal parce que voilà, il prend quelque chose personnellement, et il a l'impression qu'on lui fait un reproche, et donc il se défend, il va contre-attaquer, il va dire ouais mais je suis pas aidé, regarde en même temps si c'est ça machin dans ma vie, c'est quand même pas facile et tout. Donc voilà, donc il va être souvent dans la colère, dans l'analyse du problème, dans la planification, enfin, il va devenir voilà, surcontrôlant, etc. Et ben, ce perfectionniste-là, si à un moment donné, tu dis, mais en fait, tu sais quoi, je suis dur avec toi parce que vraiment, en ce moment, tu as tellement à gérer, c'est tellement dur, et pourtant, en fait, déjà, regarde, ça et ça, déjà, tu gères super bien par ailleurs. Donc, voilà, je suis désolé voilà, d'avoir fait une remarque là-dessus, voilà, c'est vraiment complètement secondaire, ça n'a pas de sens. Et ben, directement, le perfectionniste, il redescend directement. Donc en fait, c'est ça aussi, peut-être que j'essaie de distiller aujourd'hui, c'est que le, les masques ne sont pas qu'une construction et comment dire, abstraite et dénuée de, comment dire, comprendre ces masques, c'est pas simplement de l'intellectualisation, c'est aussi un moyen de nouer par empathie et de résoudre des conflits. C'est un moyen de comprendre aussi les autres. C'est un moyen de vous comprendre. Peut-être que vous pouvez vous identifier dans ce que j'ai pu décrire et cheminer sur vous-même, mais c'est aussi un moyen d'identifier les autres. C'est un moyen de, d'observer chez les autres quand ils montent en stress comme ça, d'observer, de dire ah là, je vois que là c'est un battant qui est en train de surréagir parce qu'il n'arrive pas à réussir un truc et voilà et il sent que ça va pas marcher et donc je vais comprendre que du coup c'est son masque de battant qui est à l'œuvre et je comprends son besoin et je vais essayer du coup de répondre un peu à son besoin ou d'essayer de l'aider à voir peut-être où est-ce que par ailleurs il a d'autres réussites et d'autres accomplissements hein, qui pourraient l'aider à redescendre en stress. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce cheminement. Une autre chose que je peux ajouter aussi à ce stade, c'est que en fait, quand je dis masque au pluriel, c'est parce que on a tous généralement, à des degrés variés, plusieurs masques. C'est-à-dire qu'on en a souvent un qui prime, qui est plus visible que les autres et peut-être qui nous caractérise un peu plus. Et certaines personnes ont un masque vraiment prédominant à tel point que les autres sont complètement occultés. Malgré tout, les masques peuvent être nombreux. Et bon, il y en a 13, on n'a pas forcément les 13 tout le temps, mais en tout cas, on peut, au fil des événements déclencheurs, au fil de la journée, on peut avoir un masque ou un autre qui est mis à l'épreuve, dont le besoin n'est pas alimenté, et donc qui va occasionner une réaction. D'accord. Donc, je vais prendre mon exemple pour faire simple. Donc, moi, j'ai en particulier les deux premiers masques que je donnais tout à l'heure, donc le perfectionniste et le gentil. Donc, si on me fait un reproche, alors, si j'ai cheminé dessus, eh bien, ça va m'affecter et je risque de stresser et de me défendre, de contre-attaquer, etc. Et puis d'argumenter comme quoi non, non, c'est pas vrai, et d'aller chercher de la reconnaissance et de tout faire pour que voilà, la fois suivante, on n'ait rien à me dire. Mais j'ai aussi le masque de gentil. Et le masque de gentil, bah, voilà, dans d'autres situations, je vais essayer de faire plaisir. Et si bah, je fais plaisir à quelqu'un et puis que ça passe, voilà, ni vu ni connu, on s'en fiche, voilà, ok, je prends, mais tout de même, je t'avais rien demandé, donc je vais pas te dire merci. En fait, bah, le gentil, il n'est pas du coup alimenté dans son besoin. Et du coup, bah, il va essayer de faire un peu plus, de se suradapter, etc. D'accord. Donc les masques, malheureusement, on n'en a pas forcément qu'un. Et donc, je vous encourage à réfléchir de manière assez large et peut-être déjà à jouer un petit peu avec chacun des masques pour essayer de penser dans votre entourage, même dans vos amis, si vous en connaissez certains qui sont un peu comme ci, un peu comme ça. L'épicurien, on connaît souvent, c'est celui qui est le premier pour dire allez, ça vous dit. On a fait déjà un resto, enfin un bar et puis un resto, et puis il est minuit, et puis allez, ça vous dit, on va là-bas, on va se faire un petit cocktail et tout, c'est sympa. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui ne veut jamais s'arrêter, qui est toujours prêt pour sortir, toujours prêt pour se voir et pour faire la fête. Et ben voilà, dans chacun des matchs, je pense que vous pouvez un peu imaginer des gens qui les illustrent dans votre entourage. En tout cas, je vous y encourage pour essayer de vous exercer un peu à cette gymnastique d'identifier comme ça les besoins, les qualités que ça peut donner, et puis évidemment les réactions sous stress. Ok. Alors, maintenant, récapitulatif donc, de ce webinaire. Donc, on a vu les masques en tant que construction visible de notre personnalité. C'est quelque chose que on va dire, notre environnement peut observer et décrire de nous.
Et c'est tellement visible de notre personnalité que ça se confond et que ça devient un peu notre identité. Et que, aujourd'hui, je pense que beaucoup sont affiliés à leur masque et qu'on se dit ils sont perfectionnistes, ils sont épicuriens, ils sont comme ceci ou comme cela. Même si on va voir dans la deuxième moitié de cette saison de webinaire que en fait, ce n'est pas le cas. Donc, il forge notre identité. Et ce qui est compliqué, ce qui explique aussi une part de résistance, c'est que, en fait, c'est nous. Et en plus, ça apporte des qualités. Et en plus, ça nous permet de réussir dans certains métiers. Enfin, je veux dire, ça, ce n'est pas neutre. Je ne suis pas en train de suggérer, là, aujourd'hui, tout de suite, de balayer les masques et de s'en défaire, parce que déjà, c'est quelque chose de très ancré et que c'est quelque chose qui apporte aussi des qualités. Donc, il ne s'agit pas d'aller à contrario et de faire l'anti-masque, entre guillemets, c'est-à-dire de tout abandonner et de devenir l'opposé de ce que tout le masque peut apporter. Ils ont, donc on a vu plusieurs caractéristiques, des besoins. Les besoins donnent une énergie qui fait aller de l'avant et qui dénote des qualités. Mais il y a aussi, lorsqu'ils ne sont pas alimentés, des réactions stressantes, enfin des réactions de stress, des réactions sous stress et des émotions associées. Alors, l'intérêt, donc on l'a vu sur le dernier schéma, c'est que les masques modulent notre réaction dans toutes les situations de la vie. Et on voit déjà ici apparaître que ce concept nous différencie énormément parce que, en fonction des masques des uns et des autres, on voit qu'une même situation ne va pas du tout occasionner la même réaction en particulier parce que les masques sont différents d'une personne à l'autre. Donc, si vous prenez un perfectionniste, si vous prenez un épicurien, dans l'exemple précédent, eh ben, vous faites une remarque au perfectionniste, dire eh ben, écoute, ton travail, c'est pas ce que j'attendais, ça va vraiment le mettre à mal et il va stresser et voilà, il va rentrer dans ses réactions de stress. L'épicurien, lui, il va dire ok, bon, bah, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que je fais mieux la prochaine fois. A contrario, si vous dites au perfectionniste non, écoute, ce soir, j'ai pas trop envie de sortir, j'ai pas la tête à ça, et ben, voilà, bah, le perfectionniste, dit, bah, c'est pas grave, mais parce qu'il n'est pas mis en cause, quoi. Il n'y a pas besoin de sortir. L'épicurien, par contre, lui, qui est sans doute très très désireux de tout le temps se dynamiser, faire la fête et profiter de la vie et de tous les plaisirs qu'elle peut apporter. Si on lui dit, bah non, en fait, tu vas rester chez toi et puis tu vas rien faire, bah pour lui, c'est très mal et du coup, il va être très mal avec ça. Ok, donc j'espère que ce webinaire sur les masques était clair. Les questions immédiates, évidemment, qu'on a déjà un petit peu levées pendant le webinaire, c'est donc pourquoi ces masques? Donc, qu'est-ce qu'il, comment dire, qu'est-ce qui les a construits? Qu'est-ce qui les masque, hein, puisqu'on parle de masque, donc qu'est-ce qu'il protège? On a évoqué que ça protégeait des blessures, et vous le savez, c'est le thème du prochain webinaire. Mais pourquoi cette réaction à une blessure? Quelle est l'utilité du masque et en quoi voilà, et en quoi consistent les blessures et en quoi le masque est une utilité et en quoi il intervient pour nous éviter de souffrir d'une blessure. Voilà, comment tout ça s'articule, c'est ce qu'on va voir dans les 2 prochains webinaires, en l'occurrence, puisque là, je vais faire une pause pendant les vacances de fin d'année et on se retrouve à la rentrée le 7 janvier pour le 5e épisode. Donc, ce sera sur les blessures, mais en fait, ce sera une première partie. Il y a tant à dire sur les blessures que je divise en 2 parties, parce qu'il y a trop, ce serait trop long, trop compliqué. Donc, je divise en 2 webinaires. Dans cette première partie, on va parler des caractéristiques propres aux blessures, vraiment strictement, et pour bien comprendre ce qu'est la blessure, en fait, un peu comme on l'a fait aujourd'hui pour les masques. Donc, la peur liée à la blessure, l'émotion véritable, c'est l'émotion douloureuse dont on veut se protéger, la vision du monde, c'est ce qu'on appelle les fausses croyances, hein, donc une vision du monde déformée et la distorsion cognitive qui va avec. Donc, ces quelques constructions, ces quelques caractéristiques seront vues dans le prochain webinaire. Donc, je vous y attends et je vous souhaite d'ici là une très bonne fête de fin d'année. Je vous encourage, comme d'habitude, à nous rejoindre puisque les webinaires sont publiés le jour d'après, au plus tard, sur la chaîne La Méthode TEIA, sur YouTube. Cette chaîne-là donc regroupe tous les précédents webinaires, les séminaires également qu'on peut faire, donc de prise de parole à l'oral, qui sont des formats un peu différents. Vous avez aussi des vidéos beaucoup plus courtes sur les quelques constructions qui peuvent être vues au fil d'un webinaire. Donc je vous encourage évidemment à vous abonner puisque dans toute la suite de la saison, eh ben, vous allez avoir
plein d'autres vidéos qui vont arriver. Donc, restez au courant pour suivre la saison 1 en intégralité. Et puis, il y a un groupe Facebook voilà, qui réunit toute la communauté autour de la méthode TIA, qui permet d'échanger sur le vécu, sur ce qu'on pense de cette méthode, sur peut-être des réactions. Et je suis vraiment très heureux de vous lire, que ce soit par les commentaires sur YouTube ou dans ce groupe Facebook, si vous souhaitez les partager plus largement au sein de la communauté. Voilà. Je vais tout de suite prendre quelques questions. Donc, je vais basculer et prendre quelques questions que j'ai pu noter. Alors, voilà, qui sont apparues au fil de la présentation. Alors, question oui, question toute simple. Pourquoi 13 masques et d'où viennent-ils? Alors, oui, c'est quelque chose que, effectivement, je peux noter. En fait, dans tout mon cheminement et dans toute ma réflexion, j'ai beaucoup lu et dans cette bibliographie, j'ai découvert plusieurs méthodes et la méthode TEIA vise à les unifier. Les méthodes, je vais en citer quelques-unes, c'est pas exhaustif, mais dans évidemment les masques et les blessures, vous reconnaîtrez sans doute, pour ceux qui connaissent, les ouvrages de Lise Bourbeau sur les blessures. Donc Lise Bourbeau a peut-être été oui, une des premières lectures que j'ai faites sur ces notions de masque et qui m'a fait comprendre un petit peu masque et blessure, même s'il y a beaucoup à dire et que je vais dédier un webinaire à voilà, ce que je pense, critique positive et négative du travail de Lise Bourbeau. Mais donc, il y a une partie qui vient de Lise Bourbeau, il y a une partie qui vient de Jung, alors de Jeffrey Jung. C'est pas Carl Jung, c'est Jeffrey Jung, qui est un psychologue voilà, plus contemporain, qui a travaillé sur la thérapie des schémas et qui propose, lui, alors, une vingtaine de schémas, et donc qui est plus détaillé que les 5 blessures de Lise Bourbeau. J'ai aussi beaucoup lu sur l'énéagramme, beaucoup lu sur la process-com, de Taibi Keller, que je citais tout à l'heure sur l'analyse transactionnelle. Donc voilà quelques-unes des sources qui ont beaucoup influencé mon travail. Et du coup, en essayant d'unifier un petit peu tout ça, sans vouloir faire juste l'addition de tout ce que chacun dit, parce que sinon ce serait illisible, j'ai essayé de regrouper un petit peu. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me demander voilà, dans le livre, je donne un tableau qui met en correspondance les différents profils de chacune des méthodes que j'ai citées et la méthode TIA. Voilà. Alors, je vais prendre une deuxième question. Alors, sommes-nous réduits à nos masques? Alors, oui, donc oui, c'était. Alors, je l'ai expliqué du coup un peu dans la fin du webinaire, mais donc je comprends que ça puisse créer un peu des blocages, puisque je parle de fausses personnalités et je dis que en fait notre identité est un peu conditionnée par des masques, ce qui n'est pas très valorisant ou très heureux à entendre. Alors non, on n'est pas réduit à des masques, et les qualités, quelqu'un qui est gentil parce que son masque le pousse à être gentil parce qu'il espère avoir de la reconnaissance, je vais dire c'est pas grave, enfin ça reste quelqu'un de gentil et simplement peut-être pour ceux qui reçoivent sa montée, et ben peut-être veiller à être un peu plus reconnaissant parce que c'est de ça dont il a besoin. Ça, c'est pas faux au sens où c'est pas un jeu pour lui, c'est pas de la manipulation, c'est pas, ça peut paraître par intérêt, mais en fait, c'est inconscient. Donc c'est juste que voilà, dans son schéma, et on va parler de schéma tout à la fin de la saison, mais pour reprendre le terme de Jung, dans son schéma, en fait, voilà, il a cette croyance. J'ai introduit un petit peu le prochain webinaire aussi, mais il a cette croyance que voilà, il a besoin de donner pour recevoir. Il a besoin d'être bienveillant, il a besoin de rendre service, il a besoin de donner à l'autre pour, voilà, pour recevoir de l'amour, pour recevoir de la gratitude et de l'affection. Et donc du coup, est-ce qu'il pour autant il est réduit à son masque? Non. En fait, il est bien plus que ça, heureusement. Tout le travail qui pourra être fait sur le masque, malgré tout, c'est d'en prendre conscience et de distinguer justement ce qu'on souhaite garder du masque, les qualités qu'on souhaite garder et ce qui est naturel. Et là, dans l'exemple du gentil, ce qui n'appelle pas de retour, ce qui n'appelle pas de reconnaissance, juste de la bonté simple et du don sans retour. Et voilà, peut-être souhaiter garder ça et du coup, peut-être donner un peu moins, ça passera par là, mais donner sincèrement et sans retour. Donc,
Donc bon, tout le travail, c'est là pour le coup, c'est la partie 2 du livre qui n'est pas vraiment le sujet de cette première saison de webinaire. La première saison de webinaire qui traduit la partie 1 du livre. Donc c'est tout le sujet de comment se défaire des masques et comment aller mieux, comment se libérer. C'est vraiment la deuxième partie du livre. D'accord. Donc je ne développerai pas sur cette première saison de webinaire. La première saison est vraiment consacrée à de la compréhension, à de l'introspection. Le pourquoi. Et alors, j'ai une question que, oui, effectivement, Jeffrey Young ne parle pas de masque. Alors, oui, alors, je vois qu'il y a des connaisseurs. Donc, effectivement, le terme de masque est assez peu employé. Jeffrey Young, dans la thérapie des schémas, ne parle pas de masque. Je crois qu'en cours de psychologie, on ne parle pas de masque. Je pense que l'énéagramme, à mon souvenir, n'évoque pas non plus de masque, vraiment stricto sensu. En fait, le masque est un concept qui, malgré tout, je trouve, a beaucoup de sens parce que en fait, il existe par rapport à une blessure. Il se construit par rapport à une blessure et c'est un concept qui est propre, qui a des caractéristiques qui lui sont propres, qu'on a vu aujourd'hui. Des caractéristiques, donc le driver, les réactions sous stress sont propres au masque. Et en l'occurrence, on va le voir plus tard, dans l'épisode 6, on peut avoir d'autres réactions à une blessure que de porter un masque. Donc le masque est une des attitudes, une attitude bien précise, c'est l'épisode 6 que vous verrez bientôt. Mais voilà, c'est pas on va dire la seule attitude possible. Et donc le petit tort que je pourrais reprocher à certains, c'est justement d'avoir éludé cette construction qui, je trouve, permet vraiment de mieux comprendre les choses. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité insister. Après ça, sur le terme lui-même de masque, sur le mot masque, je pense que c'est pas le mieux choisi parce qu'effectivement, ça donne l'impression de, justement, un peu de l'étymologie, c'est-à-dire on prend l'acteur prend un masque et puis il le met sur sa tête. Et en fait, comme c'est pas quelque chose de conscient et que c'est vraiment une construction inconsciente qui est faite dans l'enfance, comme on va le voir plus tard, eh bien c'est sûr que le masque est comment dire, est peut-être pas le terme de masque est pas le mieux choisi. J'ai pas trouvé mieux. Et puis en plus, il est quand même assez reconnu et utilisé, popularisé par Lise Bourbeau. Mais il y a eu évidemment beaucoup d'autres gens qui ont parlé des masques, mais j'ai pas trouvé beaucoup mieux que ce terme de masque. Donc voilà, donc je l'ai gardé un peu par défaut. Mais voilà, mais je suis d'accord que c'est assez subtil. Et je pense que c'est vraiment dans les prochains webinaires que vous comprendrez la nuance et l'intérêt d'avoir ce concept pour mieux expliquer le fonctionnement de nos personnalités. Voilà, je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres questions. Et puis on arrive un petit peu au bout du créneau. Donc voilà, donc j'ai pas eu d'autres questions. Je reprends la présentation pour conclure. Merci à tous pour votre attention aujourd'hui. Si vous avez des questions que vous souhaitez partager avec tous, je vous en prie, mettez des commentaires sur YouTube. Si vous avez appris des choses aujourd'hui, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça en aidera d'autres. Et puis vous pouvez me contacter en direct par mail si vous avez des questions plus pointues, plus précises, ou faire des commentaires peut-être plus personnels. Et donc le livre qui évidemment va plus loin et qui explique le détail des 13 masques et de toutes les constructions que nous voyons dans cette saison 1. Et donc merci à tous, bonne fin de journée, et puis je serai très heureux de vous retrouver à la rentrée après les vacances et les fêtes de fin d'année. Bonne fête à tous, à bientôt. Au revoir.